Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ dans un format un petit peu spécial. Je n'ai pas Fred FNC avec moi, mais j'ai énormément de questions, énormément d'interrogations et je teste un nouveau format avec vous. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Première question, c'est Total Gamer qui nous dit: Salut Clément, pour toi, les pompes est-il un exercice surcoté ou sous-coté pour la force et l'endurance musculaire dans les sports de combat? Alors, pour moi, il est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter que sur cet exercice, mais c'est un exercice qui est extrêmement intéressant parce qu'il reproduit quand même des patterns qu'on peut retrouver, par exemple, à MMA. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu pousses pas. Mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez solliciter l'ensemble du corps et vous n'allez pas faire qu'un travail d'isolation, même si vous savez ma posture. Le travail d'isolation est pour moi indispensable, surtout à haut niveau. Et c'est ce que je pense que tout le monde néglige fortement. Donc les pompes, comme je dis, il ne faut pas se limiter à un outil. Il n'y a pas de mauvais outil en soi. Après, bien sûr qu'il y a des idées farfelues. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des idées farfelues, c'est pas parce qu'il y a des mouvements qui peuvent être relativement impressionnants qui sont forcément efficaces. Les pompes, c'est simple, mais pour moi, ça reste efficace et surtout que le risque au niveau des pathologies, traumatologies, enfin, moins que si vous mettez 200 kg sur votre colonne vertébrale, mais il est quand même vachement limité. Et donc, du coup, vous pouvez en plus le réaliser avec très peu de matos. Et ça, c'est très important, je l'explique souvent dans mes vidéos. Nous, on a créé une structure qui nous permet de faire ce que l'on veut. Maintenant, vous êtes souvent dans des structures où vous faites ce que vous pouvez. C'est totalement différent. Si demain, vous me recevez dans votre salle, vous me dites qu'il faut faire un circuit, ben, je me débrouillerai avec le matos que vous avez. Et ce ne sera pas optimal, on est bien d'accord. Mais après, ce n'est pas pour ça que je ne peux pas travailler. Jean-Louis qui nous dit: Salut Clément, dans un de tes derniers lives, tu nous as dit que tu ne croyais pas vraiment au conflit sous-acromial. Peux-tu nous en dire plus sur ce qui peut réellement provoquer des douleurs lors de l'élévation des épaules au-dessus de la tête, s'il te plaît? Il y en a tellement. C'est tellement vaste comme question, parce que les problématiques au niveau de la coiffe des rotateurs, franchement, ça peut tout être, réellement. Alors, je ne sais pas que je ne crois pas au conflit sous-acromial, c'est qu'aujourd'hui, il est vachement décrié dans le corps médical, surtout chez les kinés. Voilà, c'est plutôt eux, en fait, qui ont remis en question tous les conflits qu'on peut avoir au niveau de la bourse, hein, et pas que. Hein. Mais c'est ce qui est clair que, de toute manière, la coiffe des rotateurs, avec la liberté d'action qu'a cette articulation, tu sais très bien que tu vas sur des pathologies qui peuvent être dramatiques. Hein. Moi, j'ai eu de très gros problèmes aux épaules, je le raconte souvent, mais c'est normal parce qu'elles sont sursollicitées, surtout dans nos disciplines. Et en plus, si derrière tu rajoutes pour la prépa physique, ça peut devenir très vite catastrophique. Mais du coup, je vous encourage à aller voir la vidéo avec Frédéric Dussert, donc le chirurgien, où on aborde un peu des sujets. Et on aborde pas mal d'éléments qui sont très intéressants au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo, surtout qu'elle n'a pas fait les vues Enfin, elle a fait quand même pas mal de vues, hein, pour une vidéo de ce niveau-là. Parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos sur l'aspect médical, malheureusement, c'est pas les vidéos les plus vues. Vous avez bien vu, hein, je vous ai fait une vidéo où je me suis levé, j'ai fait les démonstrations avec mon squelette et tout. Malheureusement, c'est pas la vidéo live c'est celle que je crois qui a fait le moins de vues cette semaine. Donc ça n'encourage pas à créer du contenu Enfin, moi, j'ai une communauté qui me permet de le faire, parce que j'ai des super questions, mais voilà, vous avez compris. Ils veulent du drama, les gens. Alors, Vincent Talot qui nous dit: Connais-tu une alternative safe au deadlift réalisable en poids libre ou avec un accessoire présent dans la majorité des salles? Alors, il y en a énormément, hein, des alternatives. Il y en a énormément. Déjà, il y a des machines maintenant qui reproduisent un peu le mouvement du deadlift. Il y a le reverse hyper, mais ça, la majorité des salles ne l'auront pas. Et même s'ils l'ont, ils n'ont pas des reverse hyper de qualité, selon moi. Mais tout ce qui va travailler la chaîne postérieure, pour moi, tu peux le. Je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'ils n'ont pas les mêmes noms. Mais vous savez, le banc à hyper extension, moi, c'est un banc que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, je pense que je vais en commander un parce que j'en ai trouvé un là qui est 100% réglable. Et je le trouve très, très intéressant parce qu'on peut régler tous les angles d'inclinaison, etc. Et on peut l'adapter du coup à la morpho-anatomie de nos athlètes. Et ça, c'est génial. Donc, il y a beaucoup d'alternatives. Et moi, j'utilise beaucoup de mouvements semi-techniques du deadlift, comme le Romanian deadlift, par exemple, avec une amplitude partielle. Donc, le deadlift, tu n'es pas obligé de le bannir. Il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de mouvements qui le composent. C'est un peu comme l'haltéro. Il y a des mouvements semi-techniques de l'haltérophilie qui sont très intéressants.
Marius, salut Clément. Quels sont pour toi les sports qui sont les plus avancés et novateurs en termes de préparation physique? Je dirais le sport universitaire américain. La NFL aussi, mais après, à NFL, dans le privé, il y a tout et n'importe quoi, en fait, aux États-Unis. Après, je dirais que quand même, à NFL, c'est ce qui fait de mieux, hein. Les salles de préparation et bien sûr les salles de powerlifter. Ça, c'est le top du top du top, je pense que ça restera quand même les salles de powerlifting. Je pense en termes d'innovation et tout, dans les dernières années, c'est eux qui ont tout inventé. Ou en tout cas, qui ont tout mis au goût du jour. Louis Simons, par exemple, il a révolutionné le monde de la préparation physique. C'est lui qui a le bel squat, reverse hyper, les machines à pliométrie, etc. Tout ça, ça vient de lui, hein. Alors, c'est pas l'inventeur en réalité, mais il les a tellement modernisés, les bandes élastiques et tout. Non, c'est lui, hein, le travail avec les chaînes. Hein, vraiment, il a fait un travail remarquable. Donc, ouais, les salles de powerlifting, alors, il y a des outils qui ne sont pas dernier cri, mais comme il y a certains powerlifters qui ont créé des outils maison, on va dire, avec des ingénieurs, ben là, c'est vachement intéressant. Et après, il y a quelques passionnés qui, eux, ont carrément des machines spécifiques au sport. Et moi, j'ai un soudeur à côté, j'aimerais bien faire fabriquer des machines, mais moi, je n'ai pas les connaissances en fait, en ingénierie pour le faire. Mais Fred, comme il était ingénieur en génie civil, je pense qu'il aurait, pour les levées de force et tout, il pourrait vraiment faire un super truc. Après, il faut juste que comment on appelle ça, que je le motive. Mais j'ai plein d'idées. Sachez-le, les amis. Mais voilà. Sachez que je pense qu'à NFL et surtout le sport universitaire américain, il y a des mecs brillants, vraiment. Il y a des mecs brillants. Vincent qui nous dit « Bonjour, comment mesurez-vous la récupération de vos athlètes pour éviter le surentraînement? Merci pour votre contenu. » Il y a comme des questionnaires, bon, tout le monde connaît hein, ces questionnaires Borg, etc. Mais en fait, ça va dépendre de... Alors, il y a des gens qui utilisent la variabilité, la fréquence cardiaque, etc. Mais moi, comme un des mecs qui m'a formé sur la récup, enfin, les deux, c'était Yann Lemeur et François Biozen, qui étaient intervenants du coup à l'INSEP, ils n'y croyaient pas trop à la variabilité. Donc, je sais que ça m'a mis un peu... ça m'avait refroidi, quoi. Du coup, mais en fait, il y a ce que tu vois à la troisième personne, ce que tu vas observer, et ce que l'athlète va te témoigner. Parce que des fois, ça peut différer. C'est-à-dire que des fois, la personne est capable de sortir un grand entraînement. Alors, puis il y a des explications au niveau du système endocrinien. Quand vous êtes fatigué, etc., il y a quand même des justifications physiologiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, vous allez observer des éléments qui vont à l'encontre du témoignage de votre athlète. Et des fois, il va commencer une séance, il sera fatigué, ça vous est sûrement tous arrivé. Et après, vous finissez la séance, vous êtes un lion, vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, il y a des explications, je vous les ai déjà dit, physiologiquement. Ça ne sort pas comme ça par magie. Mais déjà, le fait de se questionner, d'avoir un feedback et de tout marquer, de tout analyser, ben vous allez vite vous en apercevoir. Et c'est vrai que moi personnellement, je ne m'en apercevais pas pour moi-même. C'est pour ça que je faisais énormément d'haltéro et je luttais à côté et je pensais que je transférais. Et c'est un jour où j'ai commencé à utiliser des outils de mesure que je me suis aperçu que je ne transférais rien en fait. C'est dur, hein, quand vous allez faire pendant des années de l'haltéro comme un malade à tout le monde, que d'un coup vous vous dites, attendez, il veut quand même qu'au bout d'un moment je mesure des choses dans mon spécifique. Alors oui, je progressais par contre en haltérophilie, c'est pas ce que je vous dis. Parce qu'il y a un mec qui va dire, oui, mais bon, regarde, moi j'étais à 120 au deadlift, mais je suis à 140 maintenant. Non mais mec, ça n'a rien à voir. Peut-être que tu n'arriveras pas à soulever le mec plus rapidement, ça ne va rien changer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai énormément de difficultés avec les tests médicaux. Hier, j'étais dans une réunion avec, il y avait un médecin qui nous disait qu'il avait fait tester une de nos athlètes sur une variante du pistol. Et qu'en gros, il trouvait qu'elle avait une instabilité au niveau du genou. Mais moi, j'en ai rien à foutre qu'elle ait une instabilité sur des tests médicaux. Je m'en contrefous. C'est comme si un mec, il n'est pas bon sur un ergocycle. Je m'en fous. Anthony Salamone, c'est un combattant. Il ne fait pas du cyclisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Tout ça, c'est faussé. Il faut voir comment vous performez le jour J dans votre discipline. C'est surtout ça le plus important. Le reste, après, il faut adapter toujours les tests. Et ça, c'est maison, après. Nous, on a des tests maison qui nous permettent... Alors, ce n'est pas l'idéal, hein, ce n'est pas optimal, bien sûr. Mais voilà, c'est nos créations, quoi. Donc, voilà. Après, il faut parler, il faut... Tu sais, arriver au surentraînement, c'est quand même difficile. Mais le jour où tu t'en rapproches, ne t'inquiète pas, tu n'auras aucun doute. Que ce soit pour tes athlètes ou pour toi. Parce que tu vas vite t'en apercevoir. Benfica, salut Clément, grand merci pour votre travail.
de qualité, je me suis fait un lumbago après un entraînement de lutte. Quelles sont les meilleures thérapies, méthodes de récupération? C'est dur. Alors tu dis, toi, poche de froid, antalgique, étirement, antalgique. Le problème, c'est que moi, tu sais que j'ai été sujet au problème de dos. Hein. Les deux gros problèmes, c'était le dos et les épaules. Mais principalement le dos. Et en fait, l'électrostimulation, effectivement, moi, ça m'a permis quand même à un moment donné de récupérer. Les étirements, effectivement, aussi, il y a des protocoles qui permettent, surtout quand on a des lombalgies, des sciatiques à répétition, etc., des étirements qui permettent de faire quand même, provoquer un bienfait immédiat. Et le fait de déjà enlever de la douleur, ben, tu es moins crispé. Le fait d'être moins crispé, tu fatigues moins, donc tu récupères mieux, et ainsi de suite. Maintenant, à un moment donné, j'ai été obligé de... Je me rappelle que j'avais pris, je ne sais plus exactement le traitement, mais j'étais obligé de prendre des anti-inflammatoires carrément, parce que je ne pouvais plus bouger. Donc, et c'est ce qui m'a permis, par contre, ça m'avait démonté, donc j'encourage personne à faire ça. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, il ne faut pas arrêter l'activité, il faut continuer l'activité, il faut savoir l'adapter par rapport à tes contraintes et tes problématiques. Mais il ne faut pas être kinésiophobe. Et si tu as des lumbagos, alors je ne sais pas si c'est à répétition, là, il va falloir peut-être songer à renforcer, mais pas renforcer pour renforcer de façon intelligente. Et tu sais, on est toujours sur une ligne, c'est ça le problème. On est toujours sur une ligne et il faut faire attention de la dépasser. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où tu risques de péter. Alors, Vincent qui nous dit: bonjour Clément, tant que le ministère des Sports et de la Jeunesse de l'Éducation nationale ne mettront pas la lutte comme faisant partie des sports enseignés au collège et lycée, j'émets de sérieux doutes pour les sports français plus performer dans le top 5 de l'UFC de façon pérenne. Déjà qu'il y a très peu de clubs de lutte, penses-tu que le MMA entrera bientôt à l'olympisme? Encore féloche et un grand bravo pour tes vidéos et tes valeurs. Merci beaucoup. Alors, c'est compliqué à dire parce que, vous voyez, hier, j'ai écouté Fernand Lopez et je trouvais que c'était pertinent ce qu'il disait. Curtis Blade, c'est pourtant un excellent lutteur, mais il n'a pas réussi à performer. Et c'est vrai, c'est une réalité. Pourtant, le mec, c'est un tueur. Pourtant, et personne n'a remis en question son camp d'entraînement, alors que franchement, il a fait n'importe quoi. Il faut dire ce qu'il n'a même pas tenté. Donc, c'est vrai que là, le camp d'entraînement, ce qu'il a fait, c'est là pourquoi, pour le coup, il a fait vraiment n'importe quoi Curtis Blade contre Sergei. Et je comprends. Il faut pas que tout tourne autour de la lutte, et vous savez pourtant que j'affectionne la lutte, hein, mais il ne faut pas non plus la négliger. Voilà, il ne faut pas la mépriser. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'on met trop le pied-point au centre de nos préoccupations. Alors attention, si vous entraînez Cyril Gane, qui est un génie en pied-point, bien entendu que ça va être au centre de vos préoccupations le pied-point, parce que tout son jeu tourne autour de son pied-point. Donc il ne faut surtout pas que Cyril arrête le pied-point. Bien au contraire, il faut qu'il continue à s'entraîner tous les jours en pied-point. Et qu'il n'oublie pas son point fort. Au même titre qu'Abdoul, il faut qu'il continue à entraîner sa lutte. Au même titre que Mansour, il faut qu'il continue à entraîner son sol. Ainsi de suite. Saladin, sa boxe. Bon bref, que chacun continue à entraîner son point fort. Mais il ne faut pas négliger la lutte, tout simplement. Maintenant, c'est sûr qu'on a un retard assez significatif. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Au niveau de la lutte, il n'y a pas de club. Moi, je m'entraînais à l'époque, j'avais que des adolescents dans mon club. Donc, je faisais comme je pouvais. Madame qui nous dit: Yo, monsieur Marcou, je poste à nouveau ma question. J'ai vu plusieurs vidéos et documents parlant du fait que la fenêtre anabolique aurait une durée pouvant aller jusqu'à 72 heures. Pourrais-tu nous donner ton avis concernant la fenêtre anabolique et nous partager ton savoir? Merci, coach. Alors, c'est compliqué, la fenêtre anabolique. C'est parce que tu as raison, jusqu'à 72 heures. Mais en fait, la fenêtre anabolique, en fait, il faut la voir comme plusieurs fenêtres. C'est-à-dire que tu as des fenêtres qui vont être... Une fenêtre qui va être optimale, une fenêtre qui va être bénéfique et une fenêtre qui va être, on va dire, négligeable. Voilà, c'est comme ça, en fait, qu'il faut que tu le vois. Mais les trois sont valables. C'est-à-dire que le mec qui te dit « Oui, mais 72 heures après, ça continue à fonctionner, tu augmentes ta synthèse de protéines, etc. Les voies mTOR sont activées, tout ça. » Il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un moment où c'est optimal. Et ça, les amis, ça fera partie de notre formation pour les coachs. Où on expliquera à quel moment c'est optimal. Parce qu'il y a un moment qui est très court et qu'il faut identifier. H2FE. D'ailleurs, je vous communiquerai bientôt les intervenants qui sont dans notre formation. Ça, c'est ce qui nous prend le plus de temps, hein, cette formation. Hein. Vraiment, c'est terrible. J'ai sous-estimé... ça fait 3 fois qu'on la tourne. J'ai sous-estimé
Parce qu'après, quand je me réécoute, même moi, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Parce qu'en fait, je dis des trucs, mais il faut que je le documente et tout, parce que j'ai peur que les gens ne comprennent rien. Donc, c'est assez compliqué. Salut Clément et Fred. Que pensez-vous des entraînements dans l'eau comme peut faire JSP réel intérêt? Alors oui, pas avoir. Alors moi, je ne suis pas un fan absolu du travail dans l'eau, vous le savez, ma posture, surtout pour les sports de combat, surtout quand je trouve qu'il y a des grosses contraintes mécaniques. Maintenant, il peut avoir un réel bénéfice si vous avez un thème et une orientation donnée. Alors, je t'assure, je ne parle pas pour les triathlètes, les nageurs, les crossfitters, bien sûr, il faut qu'ils nagent, parce que ça fait partie de leur épreuve. Maintenant, effectivement, après, il y a l'eau, le fait d'être dans l'eau, moi, personnellement, j'aime bien. Donc, le fait déjà d'aimer une discipline, ben, ça apporte, comment dire, un effet positif, un effet placebo, qui peut avoir une incidence sur la performance en réalité. Hein. Parce qu'il y a l'effet nocebo, mais il y a aussi l'effet placebo, il ne faut pas l'oublier, il existe. Donc c'est un effet positif. Donc ça reste quand même un effet, quoi qu'on en dise. Après, eux, le travail un peu sous forme de méditation, de visualisation, c'est autre chose. Après, après, il faut un peu de PO à l'intérieur et tout, mais il faut savoir, en fait, j'aimerais bien avoir le contenu de leur programme pour comprendre. C'est difficile en moyenne vidéo de me prononcer en fait sur le réel intérêt. Victor Duguay, salut Clément, comment vas-tu? Que conseilles-tu en termes d'alimentation pour manger de la qualité, pour par exemple boîte de l'eau minérale source, aller acheter sa viande chez le boucher, que fais-tu toi personnellement? Ben moi je fais ça, je vais que chez les petits producteurs. Après je peux me le permettre, je suis dans un village, à côté il y a Mogyo, voilà, on peut aller, on a des primeurs et tout qui viennent dans la salle, donc voilà, c'est assez de facilité, mais c'est vrai que c'est une contrainte quand même. Hein. C'est une contrainte. Et après moi je mange, je suis pas quelqu'un de compliqué. Donc ouais, je peux manger toujours la même chose, ça ne me dérange pas. Mais bon, après, il y a des gens qui veulent varier. L'alimentation, c'est très complexe. Vraiment. Par contre, moi, personnellement, j'ai pas de. Je me suis toujours habitué à boire l'eau du robinet. Alors, il y a tout et son contraire hein, sur ça. Hein, je vous le dis, j'ai tout lu. Il y a tout et son contraire. Il y en a autant qui disent qu'en gros, euh, ça a des effets sur les estrogènes. Enfin bref, c'est la catastrophe. Mais ça dépend des pays surtout. Et il y en a alors par contre qui disent que c'est la meilleure eau la plus pure au monde. Mais franchement, il n'y a personne qui arrive à se mettre d'accord. Hein. Donc voilà. Mais moi, je vous conseille quand même de boire de l'eau de source. Mais après, je vous dis, ça, c'est pas vraiment quelque chose que. Même maintenant, ils disent qu'il faudrait enlever. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a dans l'eau. Il y a un élément. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça aussi, c'est un sujet. Mais il faudrait que je le fasse avec un spécialiste. Parce que j'avais vu un mec qui était spécialisé dans l'eau et il faudrait que j'arrive à le contacter, ce gars-là, pour parler avec lui. Et je suis en train de. J'ai envoyé un message aussi à un des plus grands experts au monde sur les adipocytes, mais il n'a pas eu mon message. Je ne sais pas comment le contacter. Un chercheur français. Donc voilà, j'aimerais bien faire une vidéo avec lui. Je ne sais pas si on fera beaucoup de vues, mais en tout cas, c'est un mec il a fait des conférences dans le monde entier. Il est inconnu au bataillon. C'est terrible. Hein. Non, mais c'est terrible. J'écoutais une conférence. C'était sur quoi que j'écoutais une conférence? Ah, sur la PRP. Parce que du coup, j'étais en réunion hier. Et après, du coup, j'ai regardé la PRP. Il y avait un mec, c'était un monstre en PRP. Je regardais les vues. Il avait 102 vues, le pauvre. Un monstre, les gars. Un docteur en physiologie des enfers, un tueur à gages. Oh purée, comment vous voulez qu'on s'en sorte? On ne peut pas, hein. C'est terrible. La documentation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne réagis plus aux vidéos et tout, parce que j'échange avec très peu d'individus en réalité. Parce que c'est vrai que, tu vois, quand je regardais la conférence, je me disais, mais attends, ça veut dire qu'on est 103 dans le monde à l'avoir vu, ça? Non, mais comment c'est possible? Avec tous les kinés, tous les médecins, les ostéopathes et tout, c'est quand même dingue. Alors, Théo Standard qui nous dit, les compléments type NO ont-ils réel intérêt durant les entraînements? Moi, personnellement, j'adore. Fred aussi. Moi, vraiment, ça a une incidence significative sur ma congestion et du coup sur mes performances. Mais vraiment significative. Je te promets, hein, ça peut aller de l'ordre à 5%, quoi, hein, sur des charges et tout. Hein, même sur les reps. Hein. Sur les reps, j'avais tout marqué, mais je ne pourrais pas te dire parce que ça dépend. Hein, ça dépend le jour, comment je suis, dans l'état de fatigue où je suis, si j'ai bien dormi. C'est multifactoriel, hein, l'entraînement, de toute manière. Mais non, moi, personnellement, je suis un adepte de tous les compléments qui sont de type NO. Et même pour la santé, hein, en général. Et ça serait bien que je fasse une vidéo avec Michael Gungil parce que c'est vraiment le plus grand spécialiste. Donc ça, je vais noter immédiatement, les amis. Parce qu'après, j'oublie. Et à chaque fois, je vous dis, je vais faire une vidéo, mais en fait, il faudrait que je marque qu'à chaque fois, je marque en fait les thèmes. Donc, je marque immédiatement Gungil, hop, NO. Voilà. Mais la prochaine fois, ça sera le thème de la vidéo, ça sera le NO, parce que ça, j'ai pas mal de questions. Et je pense que ça peut être très intéressant parce que Michael, souvent, il discute de ça et il étudie énormément ce complément-là.
Voilà les amis, on arrive à la fin de la FAQ. Je la sortirai, je serai déjà à l'étranger, je pense. Et j'essaierai de vous faire des lives. Alors, je n'aurai pas le même matos et malheureusement, soyez indulgents. Mais je vous dis à très bientôt, les amis. Merci encore à tous. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour ne pas manquer les lives. Et je vous dis à très bientôt, les amis.